Bonjour à toutes et tous. J'aimerais donc poursuivre le cours sur la logique et donc l'enquête sur l'enquête aristotélicienne sur le rapport entre les différentes propositions. Alors, je rappelle brièvement ce qu'on a vu la dernière fois, c'est-à-dire la définition de l'enquête logique. L'enquête logique cherche à déterminer quelles sont les relations entre les valeurs de vérité des propositions qui sont soit nécessaires, soit impossibles. On peut formuler la question de la manière suivante. Quels sont les paramètres qui déterminent l'impossibilité que deux ou plusieurs propositions soient vraies en même temps? Autre question, autre formulation de la même question, quels sont les paramètres qui déterminent la nécessité qu'une proposition soit vraie si une ou plusieurs autres sont vraies? Alors, j'ai formulé de deux manières différentes la question. D'une part, il y a une question d'identification. Il s'agit d'identifier quelles sont les relations de proposition euh, qui sont telles que certaines valeurs de vérité, certaines combinaisons de valeurs de vérité sont impossibles ou nécessaires, d'une part. Et ici, j'ai formulé la question d'une manière plus précise en interrogeant sur les paramètres qui déterminent ces incompatibilités, ces impossibilités ou ces nécessités de combinaisons de valeurs de vérité. Une autre manière de formuler ceci, c'est de se représenter la situation de la manière suivante. Vous avez deux propositions. Donc, l'une, on va l'appeler P, l'autre, on va l'appeler Q. Alors, c'est une notation qui est utilisée par les logiciens de manière traditionnelle, enfin traditionnelle depuis le XXe siècle. P ou Q signifie n'importe quelle proposition. Donc, vous pouvez prendre Socrate est assis, la Chine est au centre du monde, Dieu existe. Voilà, n'importe quelle proposition est représentée soit par P, soit par Q. Simplement, la règle, c'est qu'une fois que vous avez dit que P représente la Chine au centre du monde, toutes les fois que vous utilisez la variable P, la lettre P, cette lettre renvoie à la même proposition. Vous ne pouvez pas changer de proposition en cours de route. Donc ici, on a seulement deux propositions. Donc, par exemple, la Chine au centre du monde et Socrate est assis. Et une autre manière de comprendre l'enquête logique, c'est de passer par la notion de relation d'indépendance entre deux propositions. Alors, on a vu que toute proposition est soit vraie, soit fausse. Donc, P est soit vrai, et Q est soit vrai, soit fausse. Du coup, on peut mettre dans dans les colonnes P, les valeurs de vérité de P. Hein, donc, la valeur de vérité, c'est fait d'être soit vrai, soit fausse. Et sur les rangées, enfin, sur le rang d'en haut, les valeurs de vérité de Q. Et donc, ça nous donne, si on se demande quelles sont les combinaisons possibles entre les valeurs de vérité de P et de Q, bah, il y a quatre possibilités de ce qu'on pourrait appeler des configurations de valeurs de vérité. Hein, donc, on a le cas où vous avez à la fois P est vrai et Q est vrai. Est-ce que c'est possible que Q est vrai et P soit vrai en même temps? Est-ce que c'est possible que Socrate soit assis et que la Chine soit au centre du monde en même temps? Est-ce que il est possible que P soit fausse et Q soit vrai en même temps? Donc, est-ce qu'il est possible que Socrate ne soit pas assis et que la Chine soit au centre du monde en même temps? Est-ce que il est possible que P soit vrai et Q est fausse en même temps? Hein, donc, est-ce qu'il est possible que Socrate soit assis et que la Chine ne soit pas au centre du monde en même temps? Donc, est-ce que c'est compossible, hein, c'est le terme que j'ai employé ici, que j'ai repris à Leibniz. Donc, vous avez, oui, et puis bon, je termine le tableau et je commente. Et est-ce qu'il est possible que P soit fausse et Q soit faux en même temps? Et donc, dans le cas de Socrate et de la Chine, bah oui, ça semble possible que à la fois Socrate ne soit pas assis ou qu'il soit faux que Socrate est assis et qu'il soit faux que la Chine est au centre du monde. Voilà, donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a deux propositions qui sont logiquement indépendantes parce qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre aucune. Il y a aucun moment où des combinaisons de valeurs de vérité déterminées de ces deux propositions n'engendrent une impossibilité. À l'inverse, si vous prenez la proposition tous les hommes sont mortels et quelques hommes sont mortels, si vous dites que quelques hommes sont
que tous les hommes sont mortels est vrai, si c'est la proposition P et que la proposition Q, c'est quelques hommes sont mortels, il n'est pas possible que vous ayez P est vrai et Q est faux. Donc, vous avez ici une relation logique. Donc, il y a relation logique dès lors que dans une des cases, il n'y ait pas de compossibilité de la valeur de vérité de deux propositions, d'une configuration de valeur de vérité des deux propositions. Enfin, c'est difficile pour moi de formuler ça parce que, en fait, je ne veux pas juste dire qu'il n'est pas possible que les deux propositions soient vraies en même temps. Je veux dire qu'il n'est pas possible soit que deux propositions sont vraies en même temps, soit qu'elles soient fausses en même temps, soit que l'une soit vraie et que l'autre soit fausse, etc. Donc, c'est pour ça que je passe par la notion de valeur de vérité. Voilà, donc c'est une autre manière de représenter l'enquête logique. Et donc, il s'agirait finalement de découvrir toutes les situations où il y a incompossibilité entre certaines valeurs de vérité de deux ou plusieurs propositions. Pour mener cette enquête, donc, il faudrait trouver quels sont il faut découvrir quelles sont les propositions, quels sont les types de propositions entre lesquelles il y a situation d'incompossibilité sur certaines de leurs configurations de valeurs de vérité. Pour ça, on est obligé de passer par une taxinomie des propositions, une classification des propositions. Et pour former cette classification des propositions, il faut analyser les propositions. Alors ici, je m'appuie sur de l'interprétation d'Aristote, chapitre 2 à 6, que je vous conseille de lire, qui est un peu le manuel là, qui sert de base pour cette partie du cours. Donc, on va essayer de voir comment on a notre question. Hein, il faut qu'on essaie de trouver des propositions dont certaines configurations de valeurs de vérité sont incompossibles. Mais il faut encore découvrir à quoi on va poser cette question. Quelles sont les propositions auxquelles on va poser cette question. Et donc, c'est la deuxième moment en fait, pour lancer l'enquête logique, c'est d'identifier un terrain, un domaine d'objets sur lesquels on va enquêter et d'essayer de structurer ce domaine de manière à pouvoir enquêter de manière ordonnée. Alors, donc là, j'ai juste donné quelques exemples de propositions diverses et qui ont des natures différentes. Alors, c'est une poubelle. Vous avez deux propositions qui semblent parfaitement identiques, mais en réalité, elles ne le sont pas, puisque vous avez deux occurrences d'une même phrase. Vous pouvez dire c'est une poubelle en indiquant une direction, puis c'est une poubelle en indiquant l'autre, même si en apparence c'est la même proposition, ça ne l'est pas. Et même si vous indiquiez exactement le même objet à deux moments différents en disant c'est une poubelle, ce ne serait pas forcément la même proposition parce que, par exemple, quelqu'un aurait pu, si vous indiquez une voiture qui est particulièrement sale en disant c'est une poubelle, la personne pourrait accepter ça, que vous traitiez sa voiture de cette manière la première fois, mais la deuxième fois, elle pourrait dire non, cette phrase est devenue fausse puisque j'ai rangé ma voiture ou j'ai nettoyé ma voiture. Donc, en apparence, on a la même proposition, mais en réalité, ce sont deux occurrences différentes de propositions. Donc, ici, il n'y a pas de différence ni dans le vocabulaire, ni dans la forme de la proposition. Par contre, il y a une différence dans le moment où elle est énoncée. Donc, c'est ce qu'on appelle une occurrence ou un type en linguistique, un token pardon, en linguistique par opposition à un type. Vous avez le même type, vous avez exactement les mêmes propriétés internes de l'énoncé, mais par contre, le moment où l'énoncé existe, l'espace-temps où l'énoncé existe n'est pas le même. Voilà, je vais laisser de côté les autres propositions. Vous pouvez les regarder si vous voulez, essayer de trouver quelles sont les différences entre elles. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo en pause, essayer de trouver quelles sont les différences pertinentes entre ces propositions. Voilà, quelles sont les différences pertinentes entre ces différentes propositions. Donc, j'en viens à la manière dont Aristote analyse les propositions. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une proposition? On a vu en général qu'une proposition était soit vraie, soit fausse. Mais ceci n'est qu'une définition générique et fonctionnelle de la proposition. Elle dit comment les propositions fonctionnent, qu'est-ce qu'elles parviennent à faire. Elles parviennent à être soit vraies, soit fausses. Mais pour savoir comment elles peuvent être vraies ou fausses, il faut analyser la structure interne des propositions. Comment est-ce que des mots associés entre eux peuvent avoir comme propriété globale d'être soit vrai, soit faux. Et c'est là où on va suivre vraiment de près l'analyse que fait Aristote, c'est qu'il analyse donc la proposition comme un discours qui affirme ou nie quelque chose de quelque chose. Un discours qui affirme ou nie quelque chose de quelque chose.
qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que quand vous avez quand on dit quelque chose à quelqu'un, quand on énonce une proposition à quelqu'un, en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on s'appuie, enfin déjà, on crée une relation entre deux choses. Donc, cette relation, c'est soit une relation d'affirmation, soit une relation de négation. Donc, soit on dit ceci, ces deux choses vont ensemble, soit on dit ces deux choses sont séparées. C'est les deux actes primordiaux qu'on effectue dans le langage propositionnel. Ces deux éléments sont des éléments qui sont déjà connus par l'interlocuteur ou l'interlocutrice. C'est grâce à ça qu'il est possible de lui donner des informations, puisqu'on s'appuie sur la connaissance du vocabulaire qu'a la personne à qui on s'adresse pour former des entités nouvelles sur la base de ce vocabulaire, entités qui sont constituées par la relation, la mise en relation de ces entités. Donc, les entités ici, c'est les mots. Donc, vous avez deux types en fait, de mots selon Aristote. Vous avez d'un côté des mots qui servent à faire référence à des objets du monde, ce qu'il appelle le sujet, qui occupe la place de sujet dans la phrase. Donc, Socrate, les voitures, etc., etc. Donc, soit des noms propres, soit des noms communs, donc qui font référence à des objets du monde, qui sont l'équivalent verbal de l'index, de l'indexicalité, du fait de montrer des choses dans le monde. Le deuxième type d'éléments qui sont mis en relation par la proposition, ce sont les propriétés ou les relations, ou alors les actions également. Donc, vous avez tout un ensemble de termes qui renvoient non pas à des individus qu'on peut isoler dans la réalité, mais à des processus, à des propriétés. Si je dis marcher ne fait référence à aucun individu, c'est une propriété que peut avoir un individu. Et donc, imaginez un langage très simple où vous auriez deux individus, Socrate et Platon, et puis deux propriétés possibles, marcher et puis être rouge. Vous pouvez, dans ce vocabulaire-là, si tout le monde maîtrise ce vocabulaire, donner des informations à propos du monde en disant Socrate marche ou Socrate ne marche pas. Vous pourriez déjà dire deux choses sur Socrate, les deux mêmes choses sur Platon. C'est Platon qui marche, Platon qui ne marche pas. Et puis, vous pourriez dire Socrate est rouge ou Socrate rougit et Socrate ne rougit pas, Platon rougit, Platon ne rougit pas. Vous auriez déjà ici un vocabulaire qui vous permettrait de former des propositions. Pourquoi? Parce que donc, vous mettriez en relation donc, le verbe ou le prédicat, enfin ce qu'on appelle le verbe ou le prédicat avec le sujet, et de cette manière-là, vous diriez quelque chose de nouveau à propos de Socrate. Vous diriez Socrate est en train de marcher ou n'est pas en train de marcher. Et donc cette relation serait vraie si elle correspondait à la réalité, c'est-à-dire si dans la réalité, il y avait bien une relation entre l'individu Socrate et la propriété de marché. Si, quand vous mettez dans votre énoncé, vous dites, donc vous mettez en relation le mot Socrate et le mot marché. Le mot Socrate fait référence à l'individu Socrate, le mot marché fait référence à propriété et marché. Si dans la réalité, les deux sont effectivement associés, de la même manière que dans l'énoncé, les deux sont associés, alors votre énoncé est vrai. Si vous associez les deux et que dans la réalité, les deux ne sont pas associés, votre énoncé est faux. Donc, cette structure de la proposition explique comment un agrégat de mots, un ensemble de mots peut avoir une propriété nouvelle qui est la propriété de pouvoir être vrai ou faux. Et donc, comment des propositions sont possibles. Alors, voilà, donc, on peut résumer ça en disant qu'une proposition, ce que fait une proposition, c'est qu'elle attribue un prédicat à un sujet. Alors, une fois qu'on a... oui, alors je lis la phrase suivante. J'appelle terme ce en quoi se résout la prémisse. La prémisse ici, c'est la proposition, à savoir le prédicat et le sujet dont il est affirmé, soit que l'être s'y ajoute, soit que le non-être en soit, soit que le non-être en est séparé. Pardon, je crois que j'ai fait une faute de frappe. Donc, là, ce que me permet d'ajouter cette phrase, cette citation, c'est qu'il y a un troisième élément dans la proposition, c'est la relation. C'est être ou non-être. C'est que ce qu'on ajoute, c'est qu'on dit, c'est qu'il y a une relation déterminante entre ces choses qui est le fait d'être, donc d'appartenir à, que l'une appartienne à l'autre ou pas. Voilà.
Et donc, une fois qu'on a analysé la proposition de cette manière-là, il faut distinguer deux types de différences entre des propositions. Donc, si on reprend la liste précédente, vous avez des propositions qui mobilisent des termes différents, hein. Certaines parlent des carottes, d'autres des blaireaux, d'autres des Français. D'autres, certains attribuent la propriété d'être cuit, d'autres d'être rasé, d'autres de s'attendre à une catastrophe, d'autres d'aimer le fromage. Donc, vous avez des propriétés qui sont différentes, qui sont attribuées à des individus qui sont différents. Ces termes-là ont comme propriété de renvoyer à des représentations. Des représentations, donc et d'autre part, ces représentations renvoient soit des individus, soit des propriétés du monde. En revanche, le terme lait dans les carottes sont cuites et sont ne paraît renvoyer à rien. Donc, la question, cette distinction permet de distinguer deux types de distinctions. Une distinction matérielle entre deux propositions. Deux propositions sont distinctes parce qu'elles soit ont leur sujet, soit leur prédicat qui sont distincts. Donc, deux propositions sont matériellement distinctes quand leur sujet et ou leur prédicat sont distincts. Et une distinction formelle qui porte cette fois-ci non pas sur les termes qui sont contenus dans la proposition, mais sur la quantification du sujet ou sur le type d'attribution qui est présenté par la proposition. Alors, je vais expliquer cet aspect-là au point suivant. Donc, on a dit que, selon Aristote, la proposition consiste à attribuer une propriété à un sujet. Ce qu'on appelle la forme de la proposition, ou sa qualité, pardon, la forme de la proposition, c'est la manière dont les deux choses sont mises en relation. Donc, pour essayer de comprendre ce que c'est la forme de la relation de la proposition, par opposition à son contenu, il faut se demander quelles sont les manières qu'on peut avoir de mettre en relation un sujet et un prédicat. Et donc, Aristote distingue trois aspects de cette mise en relation: la qualité de la mise en relation, la quantité, et je crois que j'ai répété 2 fois la même chose dans mon... donc, j'ai fait une erreur. Qualité, quantité, je crois que je vais la corriger tout de suite. Comme ça, vous n'aurez pas d'erreur. Et c'est sa modalité. Voilà, donc trois aspects, trois manières de mettre en relation. Donc, d'abord, vous pouvez, quand vous soit attribuer, soit nier le sujet au prédicat, donc soit unir les deux, soit séparer les deux. C'est ce qu'on appelle la qualité de la proposition. C'est un vocabulaire que vous retrouvez d'Aristote à Kant. La qualité de la proposition, c'est le fait soit que la proposition soit affirmative, soit qu'elle soit négative. La quantité de la proposition consiste à se demander à quelle partie du sujet on attribue le prédicat. C'est-à-dire que si vous par exemple, vous parlez des hommes et vous voulez attribuer le prédicat mortel, vous pouvez soit attribuer le prédicat mortel, donc affirmativement ou négativement, ça on a déjà vu, mais soit vous pouvez l'attribuer à tous les hommes, soit à quelques hommes, soit à un seul homme. Donc, l'attribution peut varier en quantité. C'est ce qu'on appelle donc la quantité de la proposition, avec la question de savoir si le prédicat est attribué ou refusé à tous les sujets ou bien seulement à quelques-uns. Puisque du point de vue des propriétés logiques des propositions, le fait d'attribuer à une seule personne une propriété je vais préciser ce point-là après, je ne vais pas en parler tout de suite. Troisième aspect de la relation, c'est que vous pouvez attribuer le sujet au prédicat suivant trois modalités. Soit vous pouvez dire que le prédicat appartient nécessairement au sujet, par exemple le fait d'avoir quatre côtés égaux est nécessairement une propriété nécessaire du carré. Soit vous pouvez penser que affirmer que c'est une propriété qui est simplement un fait. Socrate est assis, ce n'est pas nécessaire. Socrate a la capacité de ne pas être assis. Soit vous pouvez simplement dire que c'est une possibilité. Socrate est peut-être assis. Et donc, c'est ce qu'on appelle la modalité de la proposition.
Alors, Aristote ne prend pas en compte une quatrième propriété des propositions que vous retrouvez dans la table des jugements de Kant, qui est la relation. Kant s'appuie également sur la logique des stoïciens qui distinguait plusieurs types de relations, mais c'est quelque chose qu'Aristote dont Aristote ne tient pas compte dans sa logique. Donc, si on fait un bilan de cette taxinomie des propositions, ça nous donne la chose suivante. Donc, vous avez d'abord les concepts généraux de proposition, comme ce qui est vrai ou faux, comme ce qui peut être vrai ou faux grâce au fait que qu'un prédicat est attribué à un sujet ou refusé à un sujet. Donc, vous avez deux types de propositions. D'abord, vous avez des propositions qui sont singulières et des propositions qui sont générales en fonction du type de référence qui est employé. C'est-à-dire que si vous utilisez un nom propre qui renvoie à un individu, vous aurez une proposition qui est singulière. Ça peut renvoyer à une ville, ça peut renvoyer à une montagne, donc les propositions singulières utilisent des noms propres. Les propositions générales utilisent des noms communs. Donc, par exemple, cheval, par opposition à Jolly Jumper. Et si vous employez le mot cheval, à quoi vous faites référence? Vous faites référence, abstraitement, si je dis le mot cheval, je fais potentiellement référence à tous les chevaux qui existent dans le monde et qui ont existé et qui existeront dans le futur. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de réalité. Voilà, donc c'est le mot, le nom commun s'applique à tous les chevaux qui ont existé depuis l'origine des chevaux jusqu'à la fin des chevaux dans l'histoire du cosmos. Alors, si on essaie de voir combien il y a de types de propositions singulières, alors je ne vais pas considérer les modalités dans la suite. J'ai juste mentionné les modalités pour que vous sachiez que c'est là, mais je ne vais pas les mentionner parce qu'il y a une partie de la logique d'Aristote qui est voilà, dont je ne vais pas parler, qui est très intéressante, très importante philosophiquement, puisque la question de la nécessité des propositions nécessaires est nécessaire pour essayer de comprendre ce qu'est l'essence. Et donc la théorie d'Aristote, la métaphysique d'Aristote, c'est une métaphysique de l'essence. Donc voilà, je vous invite à lire ça par vous-même, mais par contre, je ne vais pas faire cours dessus. Voilà, je ne peux pas faire cours sur tout, malheureusement. Donc, les propositions singulières sont soit affirmatives, soit négatives. Si maintenant on prend les propositions générales, donc les propositions générales, comme j'ai dit, elles renvoient à tout un ensemble d'individus. La question, c'est de savoir si on peut renvoyer à tous les individus de deux manières. Soit on peut renvoyer à tous les individus de manière universelle, en disant, voilà, tous ces individus, je parle de tous ces individus, c'est tous ces individus qui ont la propriété d'être mortels, d'être assis, d'être riches, d'être toulousains, etc. Mais soit vous avez cette propriété, le prédicat est attribué seulement à une partie du sujet. Donc là, je vais dire simplement quelques personnes ont cette propriété, certaines personnes ont cette propriété. Il est parfois vrai ou parfois les gens ont cette propriété, etc. Donc, on a deux manières de quantifier sur une proposition générale ou d'attribuer, pardon, on a deux manières d'attribuer la propriété à une proposition, un sujet qui est général, soit on attribue à tout le sujet qui est général, soit on attribue seulement à une partie du sujet général. Donc ça vous donne deux catégories de propositions, les propositions qui sont particulières et les propositions qui sont universelles. Donc on peut distinguer propositions singulières, particulières et universelles, sachant que quand on parle des propositions générales, les propositions singulières sont comprises dans les propositions particulières. C'est-à-dire que la proposition singulière n'est qu'un cas particulier de la proposition particulière. Et enfin, pour être exhaustif, chaque proposition générale peut être soit affirmative, soit négative. Donc, on pourrait dire qu'on a 6 grands types de propositions. Donc, si ce tableau-là vous donne le programme de recherche, c'est-à-dire que là, on a une classification de toutes les propositions du point de vue de leur forme. On ne prend pas en compte leur contenu, on prend juste en compte la manière dont le prédicat est attribué au sujet. Voilà, donc si on parvient à considérer toutes les relations entre propositions de ces différents types, on aura une vision synoptique et exhaustive de toutes les lois logiques, toutes les relations logiques possibles. Donc Aristote était quelqu'un de très patient, quelqu'un qui travaillait beaucoup. Platon l'avait surnommé à la fois
par moquerie et par affection celui qui faisait des fiches. Aristote, c'était quelqu'un voilà, qui n'avait pas peur d'avancer pas à pas. Et donc là, ici, bah, il faut avancer pas à pas. Il faut suivre son chemin et puis il faut s'inspirer de lui sur le plan moral, c'est-à-dire ne pas hésiter à être un peu fastidieux, ce que je vais faire. Je vais essayer que mon cours soit un petit peu ennuyeux parce que je vais essayer de procéder vraiment étape par étape en examinant chacun des cas pour essayer de débusquer les différentes relations logiques qui existent entre les différentes propositions. Voilà, donc ce que je vais faire, alors je vais juste encore commenter ce tableau et ensuite je vais passer à une autre, je vais changer de format du cours, je vais commenter un document que je vais mettre sur votre plateforme. Donc simplement, c'est une autre, ici c'est une formule, une manière, c'est ce qu'on appelle le carré logique qui est représenté, qui est une autre manière de représenter la taxinomie des propositions générales. Puisqu'une proposition générale peut être soit particulière, soit universelle, soit affirmative, soit négative, bah, vous pouvez représenter ça dans un tableau avec les propositions universelle affirmative d'un côté, proposition universelle négative de l'autre, particulière affirmative et particulière négative. Essayez de mémoriser ce tableau, il sera très très utile pour la suite. Donc dans les philosophes médiévaux qui travaillaient, qui avaient comme base de leurs études la logique aristotélicienne, pour essayer de mémoriser ces différents types de propositions et pour, comme base voilà, pour essayer de mémoriser ces différents types de propositions et pour ensuite s'entraîner à repérer les relations logiques pertinentes, on donnait des noms de code à ces propositions en utilisant les premières voyelles, les voyelles de l'alphabet dans l'ordre. Donc, vous avez les propositions universelles affirmatives qui étaient nommées A, universelle négative qui était nommée E, particulière affirmative qui était nommée I et particulière négative qui était nommée O. Voilà, donc maintenant qu'on a notre question d'enquête, hein, donc repérer les configurations de valeurs de vérité qui sont impossibles. Une fois qu'on a défini notre terrain d'enquête, donc l'ensemble des différents types de propositions considérées d'un point de vue formel, bah, on peut commencer notre enquête. Donc c'est ce qu'on va faire dans le document que j'ai uploadé. Donc c'est la première enquête qu'on va mener, c'est l'enquête sur les propositions singulières, donc sur le haut du tableau. Et ensuite, on va enquêter sur les propositions générales. Voilà, je mets pause et je change le document. Plutôt, je vais faire une autre vidéo. Je vais enregistrer cette vidéo.